Merci pour la fidélité. Vous êtes sur Africa Midi dans l'émission Savoir et Comprendre de ce dimanche 6 octobre 2019. Au micro, Ibrahim Ahmed Ba, bonsoir à toutes et tous. Merci pour la fidélité, pour la confiance. Africa Midi, c'est dans 149 pays à travers les 5 continents. Vous nous écoutez par le biais du site internet africamidi.com/live. Et sur cette page, vous allez pouvoir retrouver différents liens vous permettant d'écouter la radio à travers différents formats, selon le format que vous avez sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur, sur votre tablette. Vous nous écoutez aussi par le biais du téléphone à travers différents continents, dont le continent américain et l'Europe. Voilà, mes auditeurs, et nous sommes en direct sur le live Facebook. Ce soir, notre invité, c'est M. Diallo Boubacar Siddigui, président du parti UMP, Union pour un mouvement populaire, pour parler le cercle des acteurs politiques pour la République. C'est une nouvelle plateforme, un nouveau bloc politique mis en place du côté de la Guinée. Nous allons en parler avec M. Diallo qui en fait partie. Boubacar Siddigui Diallo, si vous me recevez, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Monsieur Diallo, est-ce que vous m'entendez? D'accord, je crois que... Bonsoir et bonsoir aux auditeurs. Parfait, voilà, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'en parlais tout à l'heure, le cercle des acteurs politiques pour la République, récemment mis en place en Guinée dans un contexte de lutte contre le tripotage de la Constitution, avec le FNDC, d'autres mouvements. Il y a des adhésions au niveau du FNDC depuis qu'il a été mis en place. Il y a également des démissions et nous avons le cercle que vous avez mis en place. Dites-moi, M. Diallo, pourquoi ce cercle des acteurs politiques pour la République? Merci Ahmed, encore une fois, merci aux auditeurs. L'Alliance CAR, le cercle des acteurs pour la République, est une alliance qui est créée par des jeunes leaders de la plateforme politique de l'opposition, dans le but aujourd'hui de donner une bonne lecture de la situation de notre pays à tous les citoyens. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'État est en train de dealer avec certains partis politiques de l'opposition qui pensent être grands, au point que les citoyens sont pris dans un état de confusion qui ne leur permet pas d'avoir leur propre jugement. Ils suivent les masses sans savoir pourquoi ils se battent. Les citoyens guinéens aujourd'hui sont épris de justice, sont épris de liberté, sont épris ils sont jaloux de protéger et de préserver l'acquis démocratique qu'ils ont, mais au même moment, ils courent derrière des leaders qui les induisent en erreur pour monnayer leurs efforts contre des avantages et des positionnements de leurs partis respectifs. Donc, alors, à partir de ce moment-là, un certain nombre d'acteurs politiques de l'opposition se dit il est inconcevable qu'on continue à mener ce peuple vers une barque qui n'est pas sa barque. Lorsqu'on dit défendre les lois de la République, lorsqu'on dit vouloir fortifier la démocratie et les acquis, on doit être derrière la loi, on doit être l'esclave de la loi, on doit respecter les lois. À tout point de vue. Mais lorsqu'on marchande les lois, lorsqu'on négocie les lois, lorsqu'on écarte les lois, lorsqu'on pervertit les institutions, on n'est pas en train de suivre le même rythme que le peuple. Et un penseur disait, mets la lumière sur le peuple, chacun y trouvera sa voie. On a eu l'opportunité de comprendre les choses, alors c'est notre devoir de partager notre compréhension. Maintenant, il appartiendra à chaque citoyen, après avoir eu une très bonne compréhension de la chose, de prendre sa décision. Pour veulent suivre des gens dans un égarement, qu'ils les suivent s'ils veulent suivre les autres dans des mensonges, qu'ils les suivent s'ils veulent fortifier certains dans leur élan de vouloir vivre du fictif, qu'ils les suivent. Mais il est hors question qu'on continue à suivre un schéma qui ne ressemble pas à la lutte que nous protégeons. Voilà ce pourquoi le CAR a été créé. D'accord. Monsieur Diallo, j'avoue, ce n'est pas une première. À chaque fois que je vous reçois, y compris d'autres membres de l'opposition, vous fustigez toujours le fait que la loi soit mise de côté par des membres même de l'opposition, donc qui négocient avec l'État. Mais j'ai envie de poser la question, pourquoi maintenant?
Est-ce le bon moment? Mais, Ahmed, Hmm. cette question, je pense que c'est une question qui est guinéenne, je la qualifie comme ça. D'accord. C'est-à-dire que le Guinéen, quand vous lui dites quelque chose, au lieu de vérifier ce que vous lui dites, il te dit pourquoi c'est maintenant. Alors pourquoi pas maintenant? On ne peut pas continuer à avancer dans un schéma perpétuellement remise en cause et continuellement se taire pour ne pas dire oui parce que je n'ai pas dit hier, je ne dois pas le dire aujourd'hui. Non, parce que je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je ne dois pas le dire demain. Non. En plus, Ahmed, vous, c'est à un moment que vous avez commencé à animer cette émission. Si les gens vous posent la question, Ahmed, pourquoi maintenant? C'est pourquoi seulement maintenant que tu crées la radio, parce que la Guinée avait besoin de ça depuis longtemps. Pourquoi maintenant? C'est maintenant que tu as eu tous les éléments, c'est maintenant que tu as eu l'opportunité, et c'est maintenant que c'est encore plus dans le besoin d'être créé. Le cadre est créé parce que c'est maintenant ou jamais qu'il faut le créer. Parce que nous partons tout droit au poteau. L'enjeu 2020 peut amener des Guinéens au cimetière, peut amener le bouleversement des institutions, peut amener des incompréhensions qui risquent d'opposer les gens bêtement. Donc c'est maintenant, avant l'arrivée de ces antagonismes bêtes, étriqués et tronqués, que nous devons donner bonne et parfaite lecture de la situation. Nous disons qu'on ne peut pas combattre un système parce qu'on estime qu'il viole la Constitution et s'accommoder avec d'autres qui sont les receleurs de ce vol. C'est pas possible. Le NDC est créé par des partis politiques, beaucoup de partis politiques de l'opposition et une bonne fourchette aussi des plateformes de la société civile. Alors, quel est le rôle du FNDC? Moi, je suis membre fondateur du FNDC, aussi bien en Guinée, et je fais partie de ceux qui ont créé l'antenne du FNDC en Belgique. Le FNDC, à la création, était très clair. Toutes les questions relevant de politique ne les intéressent pas. Ils dépendent et nous sommes d'accord sur un seul point. Nous défendons la Constitution et nous évitons son tripatouillage. C'est ça l'idée. Après, il y a eu des événements politiques qui ont eu lieu qui devaient interpeller les politiques à se comprendre. On est dans l'opposition républicaine, à ouvrir le débat, à discuter et à voir dans quelle mesure on devait donner suite à ces problèmes-là. Ce n'est pas le rôle du FNDC, mais on voit que l'opposition républicaine à laquelle on appartient, qu'on a créée, refuse d'ouvrir le débat politique pour comprendre des positions, et on voit le FNDC se faire instrumentaliser par certains politiques qui lui donnent des dictats et qui lui disent prends cette décision au nom du FNDC, et dans l'euphorie tout le monde crie oui. Lorsque vous dites défendre une chose au point d'emporter le nom, je défends la Constitution, donc mon nom c'est Front National de Défense de la Constitution. Vous ne pouvez vous donner la liberté d'enfreindre à un seul principe de la Constitution. Sinon, votre lutte n'aura pas de tête, n'aura pas de morale, n'aura pas de raison. D'accord. Même si le président a 1000 intentions, même si le Premier ministre a avoué 1000 choses qui l'engagent, mais dès lors qu'on prend un seul élément de la Constitution, on dit utilisons ça pour nous comprendre, ou au moins pour éclaircir ou parfaire nos divergences de façon institutionnelle et légale. Moi, je pense que celui qui lutte pour protéger la Constitution trouve que le vocable de la négociation est la chose la mieux indiquée, la mieux civilisée, la mieux légale. D'accord, d'accord. Mais Monsieur Diallo, vous dites tout à l'heure qu'au niveau du FNDC, le FNDC se laisse imposer, je ne sais pas, une certaine dictature de la part d'un certain nombre de responsables politiques. Allez-y, développez, dites-moi de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a une dictature au sein du FNDC? Est-ce qu'il y a des responsables politiques qui imposent leur position aux membres du FNDC? Non, le FNDC, on ne l'impose pas, on manipule l'opinion. Le FNDC est devenu aujourd'hui, si vous voulez, les boîtes de gants d'un certain nombre de partis politiques de l'opposition qui
qui se donnent l'importance de vouloir décider tout à la place de tous les politiques. C'est ce qui ne marche pas. J'ai créé mon parti avec mes collègues et des compatriotes. C'est pour nous exprimer à chaque fois qu'il y a une question politique ou d'intérêt national. Je n'entends pas me faire dicter ce que je fais par un autre parti politique. On peut discuter, on peut se comprendre. Je peux accepter, je peux m'effacer pour laisser l'opinion légale s'exprimer, même si je ne la partage pas. Mais je ne peux pas accepter d'être battu par une opinion illégale et dans laquelle on n'a pas requis mon consentement. Je refuse ça. Et c'est la même opinion que tous ceux qui ont créé le CAR, tous les partis politiques qui n'ont pas été entendus. Qu'est-ce qui s'est passé au sein du FNDC? Qu'est-ce qui s'est passé, M. Diallo? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quel point vous n'avez pas été entendu? Il y a eu des idées qui ont été imposées. Très bien. Lorsque le président de la République a demandé à instruire le Premier ministre, en vertu de l'article 58 de la Constitution, qui fait du Premier ministre le garant du dialogue politique et social, d'ouvrir des concertations et qu'il n'y a pas de questions tabou et d'écouter les uns et les autres pour les questions d'intérêt national. C'est une démarche constitutionnelle. Moi, je fais partie des gens qui ont rédigé cette constitution et je n'ai pas le droit de violer une seule de ces dispositions, serait-ce que par euphorie ou par je ne sais quoi. Vous comprenez? Alors, le président instruit le Premier ministre le jour J, le lendemain, sans aucune réflexion, tous les gens, les politiques viennent dire au FNDC de se réunir et dire qu'on refuse d'aller aux concertations. Ça a été le cas. Nous, tous les partis fondateurs de l'Alliance CAR, on a dit, mais écoutez, le FNDC n'est pas créé pour se prononcer sur des questions politiques. Lorsqu'il y a des questions politiques, l'opposition républicaine se retrouve, on discute pour savoir quelle est l'orientation qu'on doit donner. Le chef de file a refusé d'appeler une assemblée générale pour qu'on ouvre le débat. Au sein du FNDC, il disait non, les questions politiques, on ne s'en mêle pas, on ne parle que des questions sur un seul point, sur la Constitution. Et à notre grand étonnement, le Premier ministre envoie une lettre pour l'opposition républicaine et qui répond à cette lettre, c'est le coordinateur du FNDC et il fait ampliation à l'UFDG et à l'UFR, un parti qui revient de la présidence qui sent même le parfum de la mouvance. Ils viennent nous donner des leçons de morale. Après, on nous dit, tous ceux qui vont à la concertation, ils quittent le FNDC. Ils ont quel droit? Nous sommes les géniteurs du FNDC. C'est lorsqu'on a été, je vais vous dire comment le FNDC est créé. Lorsqu'on a été à la retraite de l'opposition républicaine à Kindia, le président du GOC, Dr Diallo, le président du RRD, Abdoulaye Kourma, et moi, Boubacar Sidiki Diallo, président de l'UMP, on a demandé lors de l'Assemblée à ce que le chef de file se rapproche de l'ensemble des acteurs sociaux, des plateformes de la société civile, pour reconstituer les forces vives. Donc, l'Assemblée a donné mandat au chef de file et à l'honorable Mamadou Silla de le faire. Au lieu de partir chercher la plus grande plateforme de la société civile, qui est le CNOT, ils vont aller chercher un ancien ministre comme eux, qui anime une petite plateforme qu'on appelle la PECUD. D'accord, il n'y a pas de problème. On va utiliser cette idée. Il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'autres plateformes se sont greffées, les partis politiques ont suivi. On vient, je rappelle que les FNDC, les démembrements de nos partis qui constituent les antennes du FNDC à l'intérieur et à l'extérieur. Plus maintenant les autres plateformes de la société civile et des personnes ressources. Vous comprenez? Mais alors, on vient, on veut poser ce débat-là, on nous dit non, et il y a les Sidia qui nous parlent avec une arrogance inacceptable. Alors, le chef de file refuse d'appeler l'opposition républicaine à un débat. Quand on a mis trop de pression sur la plateforme d'échange, il dit bon, d'accord, une réunion est organisée, il nous met avec il appelle une assemblée générale de toute l'opposition. C'est-à-dire, il y avait l'alliance CODE,
il y a d'autres partis aussi qui ne sont pas alignés, plus l'opposition républicaine, qui pensaient nous mettre en position de faiblesse devant cette assemblée pour qu'on ne puisse pas donner l'idée parce qu'on avait dit qu'on allait accepter les invitations. Le Premier ministre, il pensait être les seuls qui devaient être conviés à ça. Alors là où ils ont péché, c'est quand le Premier ministre est résolu à inviter tous les autres partis. Moi, j'ai reçu mon invitation. Alors, dans mon invitation, le chef de file, le Premier ministre ne m'a pas dit c'est pour parler d'un changement de la Constitution ou d'un troisième mandat. Il m'a dit de venir discuter des questions d'intérêt national. Et moi, j'ai plein de problèmes au sein de mon parti, des problèmes d'intérêt national que nous avons recensés qui méritent. Et aujourd'hui, il n'y a pas une assemblée légale en République de Guinée. Et même si ceux qui sont là au compte de l'opposition, c'est des gens dont les réformes n'intéressent pas. Ils cherchent des petits marchés là-bas, ils cherchent à avoir leurs émoluments, c'est tout ce qui les intéresse depuis qu'ils sont là. D'accord. Donc c'est un moment où on peut venir s'exprimer et montrer aussi, apporter notre contribution. Maintenant, on vient à cette assemblée plurielle. Lorsque les opinions ont commencé à virer dans le sens qui n'était pas convenu avec Sidia a bloqué le débat comme un monarque. Il dit, bon écoutez, il n'y a plus de débat. Moi d'ailleurs, Seloudalé m'a appelé pour me dire qu'on se rencontre chez moi pour échanger des informations. Et donc on échange les informations, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. D'ailleurs, je ne sais même pas qui a appelé la presse, il paraît que la presse attend dehors. Donc c'est ça. Alors, les informations, ils ont dit ce qu'ils voulaient dire sur la CENI parce que c'est un scénario qui a été monté entre eux et l'URTG. Quand ils ont fini, ils ont dit bon, c'est terminé, il n'y a plus de parole. On a dit bon, d'accord, très bien. Si on ne parle pas ici, quand on sort devant les médias, on va afficher notre divergence. Et ils voulaient en même temps, comme des idiots, qu'on affiche une cohésion de l'opposition. Mais c'était bête de leur part de penser qu'ils vont nous refuser la parole et qu'on vienne faire les figurants devant les médias. On n'a dit jamais. On va dire aux médias qu'on n'est pas d'accord et qu'on a refusé de s'écouter. Donc on est en train de s'opposer comme des idiots, personne ne veut écouter l'autre. Alors on s'est quitté. Nous on est venu, on a communiqué à la presse, on a marqué notre accord officiel d'aller parce que jusqu'à date on n'avait pas donné notre accord au Premier ministre qu'on allait aller au dialogue. D'accord. Mais le dialogue est constitutionnel. D'accord. Parlant de ce dialogue, de ces consultations, M. Diallo, vous dites, hein, donc, dans le courrier que vous avez reçu, l'invitation du Premier ministre, il s'agit de discuter des questions d'intérêt national. Mais, justement, M. Diallo, d'accord. Pour que tous les Guinéens soient témoins du contenu et de ce pourquoi j'ai accepté. D'accord, voilà. Donc, je reviens à ma question. Le sujet de cette discussion, de ces consultations, c'était de discuter sur des questions d'intérêt national. Quand vous y êtes arrivé, vous avez discuté de quoi concrètement? Très bien. Vous êtes très bien. Vous êtes vraiment un bon journaliste. Parce que c'est ça, il faut, pour véhiculer un savoir, il faut le comprendre d'abord. Alors, quand nous sommes arrivés, le Premier ministre nous a dit, il nous a remercié après les mesures de politesse. Il dit, le président m'a instruit d'écouter les uns et les autres sur les questions de préoccupation d'intérêt national. Il dit donc, je ne suis pas investi d'un dialogue, je ne suis pas médiateur, simplement de vous écouter et de rapporter au président pour qu'il prenne les dispositions qui lui appartiendraient. Il dit donc c'est un monologue. Je pense que Ahmed, il a parlé en français et c'est très clair là. Donc ceux qui répandaient la fausse rumeur comme quoi il n'y a que deux thèmes, c'était de parler sur le changement de la constitution et les élections, ont menti. C'est-à-dire c'était un mensonge historique. Parce que le Premier ministre ne nous a donné aucune orientation. Alors, nous, on a dit au Premier ministre, nous avons des problèmes à vous soumettre. Et le moment ci est parce que c'est le président même qui demande à avoir l'ensemble de ses préoccupations. La première préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, le pays a deux assemblées. Non seulement il y a une institutionnelle qui est dans la Constitution, mais qui n'est pas régulière parce que le mandat est terminé, donc les députés, c'est
des gens qui sont là au-delà de la volonté du souverain qui est le peuple, ça c'est un problème. Mais le pire de mes problèmes, c'est que le groupe RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG se sont transformés en assemblées parallèles. C'est-à-dire toute leur volonté. Là, quand ils conviennent d'une chose, ils ont la majorité, ils transforment leur volonté en loi. Et nous avons donné les exemples. Le premier exemple, c'est quoi? C'est lorsque ils ont voulu changer la loi électorale, le point 2 de l'accord qui dit qu'on va enlever le niveau de la décentralisation à la base, c'est-à-dire maintenant les chefs de quartier seront plus élus, ils seront nommés. On a dit que c'est une fausse décision, elle est contraire à toutes les luttes politiques et à toutes les avancées sur le rehaussement du niveau de la décentralisation, mais puisque le RPG et l'UFDG avaient convenu, ils ont changé le point 2. Ils ont transformé ça en loi. On a dit que ça, c'est contre nous l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est pour protéger les plus faibles, créer l'équité et envoyer le sentiment de justice et d'équilibre. Mais lorsque deux parties seulement peuvent se donner tout ce qu'ils veulent dans un pays et le transformer dans une loi pour qu'elle s'applique à tout le pays, ça devient dangereux. Alors, la loi sur la CENI, Ahmed, vous vous souviendrez ici, on a fait une émission sur ça. Ils se sont rencontrés des fonctionnaires du RPG et de l'UFDG, ils ont créé une commission, ils ont rédigé de leur main une loi. Quand ils s'étaient d'accord sur tous les termes, et les termes c'est quoi? C'est de partager les positions de la CENI. La CENI met le RPG et l'UFDG se partagent 90% des places. Les démembrements également, ils se partagent plus de 90%. Parce qu'après eux, celui qui vient, c'est qui? C'est l'UFR. Mais l'UFR a combien dans les démembrements? Là où l'UFDG a 1100 positions, l'UFR n'a même pas 200. Vous comprenez? Dans la CENI-mère, là où l'UFDG de l'opposition a 4 places, eux, ils ont 2. Alors qu'ils devaient avoir un au sens de la loi sur la CENI. Parce que c'était fait pour que le RPG et l'UFDG, chacun ait la moitié complète et que tous les autres partis soient relégués. Ils ont créé des conditions qui ne se retrouvent dans aucun autre parti politique pour être les seuls bénéficiaires de ces avantages. On a dit que ça, ce n'est pas une loi. Même quand vous lisez le contenu, c'est comme si un romancier vous écrit un roman. C'est des phrases en grammaire, il n'y a pas le langage légal. Vous savez, le langage d'une loi, quand vous lisez, vous sentez que ça, c'est un langage de loi. Vous sentez que c'est une loi. Voilà pourquoi ce n'est pas tous qui parlent français qui peuvent vous interpréter une disposition, par exemple, du Code civil français. D'accord. Il faut appeler un spécialiste en droit. Prenez la loi sur la CENI, je vous en conjure. Lisez-la. Il y a des passages même où l'esprit de la phrase est contraire à ce que peut être une loi. Une loi, ça ordonne. Ça ne prie pas. Lorsque la loi vous dit faites l'effort de balancer ces restes que faire se peut, une loi, ça c'est pas un langage d'une loi. Mais vérifiez ce que je vous dis, Ahmed. Notez mot pour mot et vérifiez dans les documents qui existent. Donc, on a dit au Premier ministre, ils ont pris la loi sur la CENI, ils ont partagé cette institution entre eux. Ce n'est pas légal. On a dit au Premier ministre que l'autre problème d'intérêt national, c'est qu'aujourd'hui, le FPG et l'UFDG se sont accordés à créer une loi organique qu'on appelle le règlement intérieur de l'Assemblée, dans laquelle ils ont donné le pouvoir à un chef de parti de démettre un député élu de la République. La souveraineté appartient au peuple, et un chef de parti peut démettre la souveraineté du peuple. Parce que quand le peuple a élu quelqu'un, à n'importe quel suffrage, le chef de parti, s'il n'est pas d'accord, il le radie de son parti, et au terme de la nouvelle loi qu'ils ont adoptée, si un député est radié de son parti, il perd sa qualité de député. On le fait remplacer. Donc, la souveraineté du peuple saute. On a dit au Premier ministre, ces deux groupes politiques ont transformé l'Assemblée en un appendice. À eux deux, ils sont d'accord sur quoi que ce soit, même si c'est contraire à la Constitution, ils viennent à l'Assemblée, ils font un vote mécanique, ils l'adoptent, ils transforment en loi et ils l'adoptent sur tous les Guinéens. On a dit il faut que les gens se ressaisissent. On ne peut pas créer des
message de leur parti. Et on a dit au Premier ministre, aujourd'hui en République de Guinée, il y a des partis politiques qui sont créés. Et votre ministre de l'administration du territoire refuse de les agréer. C'est violer la Constitution. Il faut que ça cesse. Est-ce que vous avez été entendu par le Premier ministre? Quelle a été sa réaction? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'avec ces consultations, honnêtement, par rapport à toutes ces préoccupations que vous avez mises sur table, vous espérez que le Premier ministre puisse trouver une solution, ne serait-ce qu'à quelques-unes d'entre elles? Vous savez, Ahmed, ce que l'histoire va me juger, c'est de ce que j'ai pas fait ou de ce que j'ai mal fait. Moi, j'ai très bien fait ce que je devais faire. Nous avons soulevé les questions importantes, aussi bien au niveau de nos compères alliés de l'opposition, mais on les a portées devant le premier responsable du gouvernement pour que ce soit transmis au premier responsable du pays. Qu'il le fasse ou pas, l'histoire, on est dédouané devant les hommes et devant l'histoire, devant notre morale. Est-ce qu'il s'est engagé justement à quelque chose? Quelle a été sa réaction concrètement? Est-ce qu'il a une réponse qui pourrait vous donner un petit espoir? Le Premier ministre nous a dit, il dit toutes les questions relevantes des différentes institutions, je ne suis pas la personne la mieux indiquée. Vous pouvez vous approcher de la CENI pour ce qui concerne les problèmes de la CENI, parce qu'on avait évoqué le cas des élections et éventuellement du chronogramme et du fichier. Il nous a dit, rapprochez-vous de l'Assemblée pour ce qui est des problèmes concernant l'Assemblée. Il dit, tout ce qui concerne le gouvernement, moi je vous donne la promesse d'essayer de régler tout ce qui est à mon niveau. Il dit, mais en tout état de cause, je suis chargé de transmettre l'ensemble de vos préoccupations à qui de droit. Soyez certains que ce sera transmis exactement et fidèlement. Et il nous a même dit, à l'effet d'une bonne restitution fidèle, comme vous le souhaitez, faites-moi un mémo. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc on lui crédite d'une très parfaite bonne foi, parce que pour nous, il a très bien compris. On a eu des échanges. Et il était étonné, quand on lui expliquait ces mécanismes-là, il était étonné de ce qu'on disait. Mais c'est pas normal. En tant que Premier ministre, il est le mieux informé de toutes ces situations dans le pays, dans les conditions normales. Non, Ibrahim Ahmed, vous êtes journaliste, vous êtes intellectuel, vous êtes guinéen, vous êtes un combattant pour tout ce qui se passe en Guinée, mais vous ne le saviez pas. Il a fallu que je vous le dise. Non, c'est le Premier ministre, M. Diallo. Il a des équipes, il a une équipe, il a des juristes, il a des responsables de communication, je ne sais pas moi. Par rapport à toutes ces questions politiques, il a des conseils, je ne sais pas, politiques qui... Des questions qui tiennent de droit. Il y en a qui connaissent, mais il y a d'autres qui ne connaissaient pas. Par exemple, le mécanisme d'émettre un député par un chef de parti, c'est une loi qu'ils ont votée, ils l'ont cachée. Mais Monsieur Diallo, on peut cacher de telles lois à des Guinéens, mais pas au Premier ministre guinéen. Il a des responsables, il a des juristes dans son équipe. Il a des gens, lorsqu'il y a des lois qui sont votées, j'imagine que le Premier ministre n'est pas sans le savoir. Je vous le concède. Mais dans les faits, les institutions ne jouent pas leur rôle. Alors, donc, lorsqu'on a quitté, on a été vraiment très clair et on a rappelé au Premier ministre que nous sommes contre un troisième mandat et on lui a rappelé également que tant que nous n'avons pas un mobile qui tienne du droit ou d'une loi qui justifie le changement de la Constitution, notre position est très claire. On ne souscrit pas à un changement de Constitution. D'accord? Maintenant, il n'y a pas autre chose à débattre. D'accord. Donc, justement, lui, il n'a pas abordé cette question de nouvelle constitution, si j'ai bien compris. Très bien. C'était ça. Point barre. Tous ceux qui ont prédit des choses, c'était faux et c'était pas fondé. D'accord. D'accord. Mais M. Diallo, par rapport à cette question de consultation, vous savez bien dans quel contexte le président Alpha Condé a instruit son Premier ministre de lancer des consultations dans ce pays-là. Et vous savez bien aussi, vous êtes un responsable politique.
Vous savez bien, ces consultations ne sont pas anodines dans ce contexte-là. D'ailleurs, le président Alpha Condé, hein, vous l'avez certainement entendu parler après ces consultations, parlant de la nouvelle constitution, qu'on irait au référendum. Vous pensez que pour vous, tout ça, je vous comprends, hein, vous lui accordez le bénéfice du doute, vous répondez à l'invitation parce que c'est constitutionnel, mais au-delà de tout ça, n'est-ce pas aussi une façon, je ne sais pas moi, sournoise de passer par ces consultations pour faire valoir ce projet de nouvelle constitution? Mais une concertation n'est pas une cause de validité de nouvelle constitution. Mais c'est un acte politique fort. Vous savez bien, à l'image au niveau international, peut-être que, voilà, on va dire à l'international que ça va, ça se consulte. On parle de nouvelle constitution. Écoutez-moi très bien, M. Ahmed. Vous savez, moi, je ne glisse pas dans ces spéculations politiques bêtes. Les gens vous disent, non, si Alpha Condé a besoin juste que vous venez, même si vous dites tous non, après il va utiliser ça pour valider la nouvelle constitution. Mais est-ce que les gens sont normaux? Est-ce qu'ils prennent le temps de s'écouter très bien? Est-ce que le fait de venir dire à quelqu'un non, ça veut dire que c'est oui? Comment lui il peut utiliser ça pour valider quoi? C'est comme quand la France nous a dit allons au référendum pour libérer la Guinée. Vous pensez que si Sékou Touré réfléchissait comme cette opposition aujourd'hui, la Guinée aurait été indépendante en 58? Il allait dire bêtement non, c'est une façon de faire la mascarade des temps, donc on ne va pas au référendum, mais on allait continuer à être encore sous la colonisation. Ce n'est pas ça le mécanisme légal, et ce n'est pas ça un acte d'homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas celui qui peut dire que l'acte politique est au-dessus de l'acte légal. J'ai jamais vu ça. C'est en Guinée que tu entends des politiciens dire non, ça c'est pas juridique, c'est légal, c'est politique. Ils pensent que l'effet politique est au-dessus de la loi ou du droit. Voilà pourquoi aussi bien des acteurs de l'opposition que l'État, ils violent la Constitution, ils violent les lois, ils banalisent les institutions, parce que pour eux, les actes politiques sont au-dessus de la légalité. Moi, j'ai étudié le droit. J'ai enseigné le droit, j'ai pratiqué le droit, j'ai rédigé des lois. Je ne peux pas raisonner comme un chef politique qui n'a aucune notion de droit. Je ne peux pas dire que le fait pour moi d'aller répondre à un acte constitutionnel de valider une forfaiture qui n'a pas de justificatif légal. Non, mais on est d'accord sur cette question. Monsieur Ahmed, je peux comprendre ce débat en Guinée. Vous vivez en France. Non, Monsieur Diallo. Oui, non. Je suis en France, nous parlons de la Guinée. Vous savez bien de quoi nous parlons en Guinée aujourd'hui, cette question de nouvelle constitution. La question, la question elle est simple. C'est-à-dire que lorsque les responsables politiques répondent à ces consultations, certains diront qu'ils sont contre, d'autres diront qu'ils sont d'accord, et en fin de compte, le président de la République va organiser simplement un référendum dans un contexte avec le fichier que vous connaissez. D'ailleurs, la CENI a commencé à mettre en place un programme vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au-delà de la loi, il y a des actes concrets qui font que les choses bougent. Ahmed, oui. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tous les partis de la mouvance ont dit oui à une nouvelle constitution. Tous les partis de l'opposition ont dit non. Alors, le fait d'aller à la concertation ou non, est-ce que ça veut dire que vous ignorez la position de la mouvance? Vous la connaissez, ils le connaissent. Donc, mais lorsque la loi dit venez ici, vous venez. Vous n'avez pas à discuter ça, Ahmed. Je vous donne un exemple. La loi sur la CENI, je ne la reconnais pas. En fait, je ne l'aime pas et je sais que c'est une fausse loi. C'est une loi tronquée, taillée sur mesure pour défendre les intérêts de deux blocs politiques. Mais elle a été appliquée sur moi, je l'ai acceptée parce que c'est devenu une loi. Point barre. Tout leader politique responsable qui assume sa vision, qui travaille pour la loi, pour fortifier les institutions et respecter les lois, il doit apprendre quand il est même leader que quand on fait passer la loi sur lui, même s'il n'aime pas, il doit la respecter. S'ils ne sont pas capables de le faire pendant qu'on cherche le pouvoir,
le jour où on aura le pouvoir, on ne va pas fouiller les lois là. Il faut que les gens mettent ça en tête. Bien. Si la Constitution nous commande d'aller au dialogue, même si on n'aime pas Kassori, même si on n'a pas confiance à Alpha Condé, mais puisque la Constitution dit venez à travers cet organe-là parler, allons parler là-bas. Maintenant, tu viens, tu regardes le lion en face, tu lui dis, lion, tu ne me manges pas. Tu me dis ce que tu as à dire. D'accord. J'espère J'espère que vous finirez par être mangé, même si vous le dites en face, des yeux dans les yeux. Au lion, vous ne mange pas. Mais on dit non, si on va là-bas, ils ont peur de quoi? C'est comme si, vous savez comment manger. Ils ont peur d'être mangés par le lion, M. Diallo. C'est ça la question. C'est comme si oui. Il y a un surdoué qui doit aller à une réunion avec un attardé mental. Alors, le père de l'attardé lui dit, si tu vas là-bas, le surdoué là, il va te submerger, refuse d'aller. Alors ils disent, non, on ne va pas parce qu'on comprend ce que vous voulez dire, si on va là-bas, vous allez nous noyer. Est-ce que ça, vous pensez que ça, c'est un acte d'homme d'État? Bien. Un acte d'homme d'État. Il faut venir assumer ses positions et dire, nous ne sommes pas d'accord à tel. Et Ahmed, il y a une chose qui est claire. Aujourd'hui, il y a certains partis qui sont dans la mouvance, qui défendent, on va changer la constitution. Mais au fond d'eux, ils suivent juste parce qu'ils font plaisir à leur mouvement, à leur corporation, à leurs alliés. Mais ils ne savent pas pourquoi ils veulent changer la constitution. Il y a des partis politiques de l'opposition qui disent on ne change pas la constitution auquel on a impliqué dans l'esprit où c'est pour permettre d'Alpha Condé d'avoir un troisième mandat, de vivre à vie dans le pouvoir, de faire ci, faire ça. Mais il s'oppose lui aussi mécaniquement et bêtement. Alors, et s'il donnait une explication légale qui justifie le changement, comment va être le comportement de ceux qui aujourd'hui sont durs comme roc, non, on ne va pas changer? Ça veut dire qu'ils ne vont même pas écouter la loi, ils vont dire mécaniquement non, on ne change pas, et puis ils sont prêts à aller au front. Mais c'est bête, parce qu'aujourd'hui, ils refusent d'aller dialoguer. Maintenant, je vous donne la conséquence. La première, le comité de suivi et de dialogue sur le processus électoral était conduit par le ministre de l'administration du territoire. Dès l'instant que le président a mis le premier ministre devant ses responsabilités constitutionnelles comme garant du dialogue politique et social, un autre membre du gouvernement n'est plus interlocuteur du dialogue politique et social. Donc on a ramené ce niveau de dialogue au niveau du Premier ministre. Ils ont dit on ne va pas à la concertation. Ils ont écrit pourtant au ministre de l'administration, on va dialoguer sur le processus électoral. Il dit référez-vous à mon chef, je suis dessaisi de tout dialogue et de toute concertation. Donc, s'ils veulent aller dans ces concertations, dans l'intelligence et dans la paix, ils vont aller chez le Premier ministre dialoguer, et à ce moment, ils deviennent quoi? Ceux qu'ils ont craché aujourd'hui, ils vont le ravaler pour aller, parce qu'ils vont aller. Alors, ça, c'est un cas. Je les mets au défi de partir. Ils ont dit, ils n'iront pas. Je vous promets qu'ils vont partir, Ahmed. Écrivez, notez. D'accord. Deuxièmement, ils ont dit, on ne va pas. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est de dire aux gens, descendez dans la rue, après, ils vont tirer sur vous. Mais quand ils vont tirer sur eux, c'est les mêmes qui vont encore appeler toutes les chancelleries des pays européens pour dire il faut intervenir, on est en train de tirer sur nos militants, on a tué ici, on a gâté là-bas. Les chancelleries viennent calmer le président. Et finalement, quand tout est bloqué, c'est eux qui demandent encore le dialogue. Rappelez-vous, tous les dialogues qui ont été initiés, c'est l'opposition qui les appelle. Après quoi? Après des manifestations où on a perdu des frères, des sœurs, des enfants et des compatriotes. Ils les appellent. Et ils vont appeler, ils vont demander le dialogue. Mais seulement si c'est à ce moment qu'ils demandent le dialogue, nous, on va porter plainte contre eux pour des criminels. Parce qu'ils ont refusé de dialoguer pour éviter cet affrontement. Si après affrontement, il y a mort d'homme et qu'ils appellent le dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Ils vont tous aller en prison ou bien ils vont tous assumer ça devant l'histoire et devant les autres. Okay. Moi, je comprends que le dialogue, on t'écoute, on refuse ce que tu proposes. Dans ce cas, tu fais usage de la dernière faculté constitutionnelle d'aller aux manifestations. S'il y a mort d'homme, celui qui a tout refusé en emporte la responsabilité. Mais toi qui refuses d'aller au dialogue,
Même les 2 premières guerres mondiales ont été réglées par le dialogue. Vous le savez, vous êtes dans la terre où on était en train de tirer sur les Français, d'autres Français sont venus sur la table pour signer l'armistice, pour sauver leurs concitoyens. Comment est-ce que nous, des acteurs politiques, on dit on refuse d'aller à une concertation pour aller dire ce qu'on pense? On a peur de le dire devant le Premier ministre? On se cache derrière le FNDC pour venir raconter l'histoire? Donc voilà le problème. Et je vais vous rappeler des faits très constants. Lorsqu'il était question d'aller aux élections législatives, Ahmed, on a fait des manifestations, on a dit sans Weimar. Il y a eu 10 mois. On a dit on refuse, on n'ira pas avec Weimar. On refuse. Quand le président les a appelés, ces vieux leaders sont partis, ils ont négocié et on les a promis d'avoir des députés. Chacun a sa satisfaction. Vous comprenez? Il y en a qui ont refusé. Il y en a qui ont refusé. Donc ceux qui ont refusé ont été asséchés. On les a donné des députés qui ne reflétaient pas leur base électorale. Je le dis sous le contrôle des leaders, je ne veux pas dire le nom, mais ils savent. Vous comprenez? Donc, ils ont monnayé les 10 morts là contre des positions favorables. Ils sont venus, ils ont fait les élections. Ils ont eu des députés, ils étaient contents. On quitte là-bas. On vient, en de suivre ma chronologie. Allez-y. Vous comprenez? Ensuite, on vient, le président trouve que les communes étaient dirigées par des maires dont les mandats ont expiré il y a longtemps. Donc, les maires qui ne plaisaient pas à sa tête, il les changeait. On est descendu dans la rue, on a dit que ça viole les lois de la République, le code des collectivités locales. Vous comprenez? On a fait une manifestation, 5 morts. Amen. 5 morts. Après ces 5 morts, ils sont partis, ils ont fait, c'est l'opposition même qui a appelé au dialogue. On est venu au dialogue, ils ont négocié, le président a dit leur mandat est fini, si on les change, on ne les remettra pas. Si vous voulez, on peut vous donner, on partage les communes jusqu'aux élections. Mais c'est hors de question, je reviens sur ma question. Comme on les a dit, on peut vous donner pour vous, ils ont dit ok, on fait un accord. Ils ont fait un accord. À l'instant où le président les a accordé des communes à partager, il n'y a plus de violation de loi, il n'y a plus de revendication, il n'y a plus de contestation, tout est normal. Les 5 morts lors des contestations oubliées. Vous comprenez? Pour calmer les gens, ils mettent là-bas, dans les accords, indemnisation des victimes. Ça, c'est pour ne pas dire qu'ils n'ont rien fait pour eux. Mais quand ils ont eu les communes, ils ont oublié l'indemnisation. C'est pourquoi il n'y a jamais eu d'indemnisation. Vous comprenez? D'accord. On quitte là-bas. On vient que la loi sur la CENI. Les gens se sont tapés dessus. Après, ils ont dit, bon d'accord, on crée un comité tripartite. On va faire, ils ont changé la CENI. Vous comprenez? Alors, ils changent la CENI. Le RPG et l'UFDG se donnent 90% de la CENI mère jusqu'au démembrement. Comme ils sont d'accord, ils sont partis. Ils sont restés 4 années à l'Assemblée, incapables de produire le règlement intérieur de l'Assemblée. Et le règlement intérieur, c'est le document sur la base duquel l'Assemblée fonctionne. Ils n'ont pas pu s'accorder parce que les uns disaient on va donner ces avantages, les autres disent non, on n'est pas d'accord. Mais à 1 an après la fin de la 4e année, à 1 an avant la fin de leur mandat, ils se sont tous appelés, ils ont dit attendez, ce soir on se comprend dessus ou bien on va crever comme des idiots. Parce que si on n'arrive pas à produire une loi qui va nous maintenir ici, on va à l'arrivée, le président ne fait pas les élections, on va tous perdre, on va tous quitter. Donc, ils se sont précipités, ils se sont donné des avantages rapidement dedans. Ensuite, ils ont mis dedans une mention qui viole l'esprit de la Constitution. Parce que la Constitution a prévu des mandats avec une limitation ferme. 5 ans pour les députés, 5 ans pour le président, pas plus. Maintenant, eux, ils trouvent une formule très malhonnête pour dire l'Assemblée là va rester jusqu'à l'installation de celle qui viendra. Pour prolonger. Donc, si on fait 10 ans sans élection, les 10 ans, ils se disent investis du droit de rester en fonction de cette loi. Alors, dans quel mécanisme d'un état de droit
vous voyez des gens, des individus, rédiger la loi qui leur est favorable et qu'ils se l'appliquent à leur faveur. J'ai jamais vu ça. D'accord. Et ce sont ces partis aujourd'hui qui prennent, je te dis, comment dirais-je, une partie de ces gens qui prennent le FNDC en otage et on leur dit non, 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 on lutte pour protéger la Constitution. Tout Guinéen qui veut protéger la Constitution et qui veut être en harmonie entre son esprit, sa vocation et ses actes, toute disposition constitutionnelle, il doit la respecter. Si on veut changer, on va initier des procédures pour changer régulièrement les lois que nous ne voulons pas ou qui sont injustes. Par exemple, moi, la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée, notre coalition va l'attaquer devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Et lorsque cette disposition va être déclarée inconstitutionnelle, on va dégager tous ces députés-là là-bas. Ah, d'accord. Donc, votre collectif que vous venez de mettre en place va attaquer cette loi. Le vice-président chargé des affaires extérieures et des questions juridiques. Je suis en train de travailler sur ça, maintenant que je vous parle là. D'accord, bien. Alors, nous terminons cette interview avec ça, peut-être ma dernière question. C'est concernant la CENI. Hein? Donc, le programme a déjà été annoncé par le président de la CENI, un communiqué est sorti. Comment vous positionnez-vous au niveau du cercle des acteurs pour la République? Le cercle des acteurs pour la République est prêt à aller aux élections. Si quand le président appelle le corps électoral, on ira aux élections. Même si le fichier n'est pas assaini dans ce contexte actuel. Pardon? Même si le fichier actuel n'est pas assaini, vous allez quand même partir aux élections. Mais le fichier actuel n'est pas sale. Le fichier actuel là, a été endommagé par la faute de l'opposition, l'irresponsabilité de la CENI et le laxisme du gouvernement. C'est les trois qui sont les responsables et ils emportent l'entière responsabilité à égalité. Je vais vous donner l'explication scientifique parce que tout ce que vous entendez, c'est des mensonges politiques. Moi, je ne suis plus dans ça. Quand on vous dit il y a 1500 fictifs dans le fichier, c'est faux. Il n'y a pas fictif. Fictif, ça veut dire que c'est des gens qui n'existent pas. Alors que les 1,5 million dont il s'agit, ils existent, ils étaient enrôlés et ils ont voté lors de la dernière élection législative. Maintenant, en termes techniques, on a des suspects. Les suspects, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a des gens qui devaient être enrôlés en respectant un cahier de charges, c'est-à-dire avoir les empreintes, les images, les données et tout, qui n'ont pas certains éléments au complet. Par exemple, si la photo n'est pas là, on dit c'est suspect. Si les empreintes sont détériorées ou n'existent pas, on dit c'est des suspects. Mais comment on en est arrivé à ça, président de la commission d'audit? À chaque élection, c'est l'opposition qui demande qu'on change l'opérateur. C'était SAGEM, autant de comptes. On a dit on change SAGEM. On a bataillé, ils ont envoyé Waymark. Après, l'opposition a demandé le départ de Waymark. Ça a bataillé, on a enlevé Waymark, on a envoyé Sabari. Aujourd'hui, on a demandé le départ de Sabari. Ils vont encore envoyer, je ne sais pas comment, quel autre opérateur. Et on veut encore celui-là qu'il quitte. Mais à chaque fois qu'on enlève les données dans les logiciels d'un opérateur pour le verser dans le second qui est venu suite à la contestation de l'opposition, ils n'ont pas les mêmes logiciels, ils n'ont pas les mêmes modes d'exploitation, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Donc il faut une adaptation. Alors lors des téléchargements, tout fichier qui n'a pas son répondant dans le nouveau fichier dans lequel on le verse, les données se suppriment automatiquement. Vous comprenez? Voilà comment est-ce que les 1,5 million Guinéens régulièrement enrôlés se sont retrouvés avec des éléments biométriques incomplets. L'opposition connaît ça. Mais de très mauvaise foi, ils préfèrent mentir à tous les Guinéens, créer le doute, engager les Guinéens dans un plan. Donc les chiffres annoncés, 1,5 million d'électeurs, ce ne sont pas des fictifs pour vous, c'est du mensonge, ce sont des suspects.
C'est des suspects, c'est des gens qui ont été régulièrement enregistrés, mais par l'effet du changement d'opérateur, Oui, oui. les données se sont perdues. Donc il y a 1,5 million de personnes enrôlées dont les données ont été altérées par l'effet du changement. Et qui a demandé le changement d'opérateur? C'est l'opposition. Et qui a accepté? C'est la CENI. Et qui a accompagné? C'est le gouvernement. Donc ils sont tous les mêmes. L'opposition bêtement demande à ce qu'on change les opérateurs. Pourquoi changer d'opérateur tout le temps? La CENI est la seule responsable du processus électoral de façon constitutionnelle. Elle est indépendante dans les textes. Si elle laisse c'est-à-dire son élément fondamental se faire ventiler comme ça, c'est qu'elle est irresponsable. Je suis président de la CENI, je crée un opérateur local et je mets mon fichier là-bas, je peux le faire auditer pour rassurer tous les partenaires, mais je ne le changerai pas. C'est ça un responsable de la CENI. Mais aujourd'hui, lorsque les partis politiques ont pris à proie la CENI, c'est à l'effet de la pervertir. Ils ont complètement perverti la CENI. Envoyer là-bas n'importe quelle personne, elle sera complètement renversée. Parce que c'est une institution où les acteurs qui crient victimes, ce sont les mêmes encore qui veulent contrôler le système et c'est eux qui mettent les bâtons dans les roues de l'institution. Comment on va avoir une CENI crédible? Lorsque la France veut contrôler, l'État veut contrôler, l'opposition veut contrôler. Ça n'ira pas. Donc aujourd'hui, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation-là. Si le président prend la décision, on appelle le corps électoral, même si c'est après-demain, on ira. D'accord, mais M. Diallo, convenez bien qu'il s'agisse de suspects, à un certain moment, quand même, est-ce qu'on peut avoir des élections crédibles dans de telles conditions avec tout ce chiffre-là? Il faut que ce problème soit résolu avant d'aller à une élection. Amen. Ce chiffre avait voté les dernières élections. Vous comprenez? C'est avec ce chiffre qu'on a fait les dernières législatives, c'est avec ce chiffre qu'on a fait les dernières communales. Mais si tout le monde se retrouve dedans aujourd'hui, les gens de l'opposition qui ont des députés, ils sont contents. Il y en a même qui se targuent d'avoir eu les plus grands records de toutes les oppositions en termes d'acquis de députés. Alors, maintenant, pourquoi si Amara qui a voté pour les élections législatives avec toutes ces données biométriques, maintenant qu'on a changé, on a transvasé, Amara a perdu sa photo. Est-ce que si Amara qui a sa carte d'électeur vient voter encore, en quoi ça peut être une cause de fraude? Dites-moi. Ça n'a aucune incidence. C'est des choses qu'on peut corriger avec les révisions. Mais encore une fois, sur 6 millions, si c'est 1,5 million qui pose problème, les 4,5 millions font plus de combien de pourcents? Mais justement, vous pensez que... Vous pensez qu'on va annuler les élections à cause de 1,5 million alors qu'on a 4,5 millions qui sont déclarés bons? Mais vous pensez qu'on peut faire une révision effective pendant cette période, hein? Donc là, parce que les élections, c'est quoi? C'est prévu pour la fin d'année. Vous pensez que tout est faisable pendant cette période? Si ça ne tient qu'à moi, là, c'est la révision qu'elle peut faire. Elle est déjà à une proportion élevée qui peut nous permettre d'aller aux élections. Si sur 6 millions, vous n'avez que 1,5 million qui ont des problèmes, vous pensez que 1,5 million peut annuler ce qui est correctement établi? 1,5 million, c'est quand même, c'est le cas, hein? Mais alors, est-ce que 1,5 million égale à 4,5 millions? Bien, monsieur Diallo, j'ai l'impression que vous mettez de côté le droit des citoyens de voter. Et parlant de révision, il y en a aussi qui ont atteint l'âge de la maturité, qui ne sont pas encore dans ces fichiers-là. Je ne sais pas. Tout ceci, et pour vous, c'est pas la priorité, quoi. Non, mais écoutez, vous savez, la priorité, c'est quoi? Dans toutes les démocraties du monde, c'est la majorité. C'est la majorité qui est la priorité. Le tout, c'est un idéalisme. Oui, la majorité, des moments que tout le monde est recensé, j'imagine. Quand on parle de la majorité, c'est dans le scrutin. C'est pas avant le scrutin. Je vais poser une question. Moi, je veux qu'on aille
une base de calcul mathématique. Oublions les connotations politiques. Vous avez 6,5 millions. On vous dit 1,5 million ont des problèmes. On est en train de corriger. Même si on fait une semaine de recensement ou 10 jours, qu'on va réduire ce nombre-là encore. Alors, est-ce que vous pensez qu'à cause de ça, on va refuser d'aller aux élections pour continuer à être dans un pays où il n'y a pas une assemblée légale? Vous pensez que 1,5 million Guinéens en emportent plus que 12 millions de Guinéens? Pour moi, l'enjeu est plus au-delà de 1,5 million Guinéens qui sont fictifs. D'accord. Pour vous, la priorité, c'est d'installer des institutions aujourd'hui, d'avoir une assemblée nationale qui est légale, quoi. Excusez-moi. Aujourd'hui, il faut voir quand on va aux élections, qu'est-ce qu'on y gagne, et à ne pas aller, qu'est-ce qu'on y perd. Nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas d'assemblée régulière. On a des députés qui continuent à voter les lois, à voter le budget, à faire tout ce qu'une assemblée normale fait, alors qu'ils ne sont pas élus par le peuple souverain. Vous comprenez? Ils sont en train de donner une mauvaise inspiration au président de la République, parce que si demain le président dit bon d'accord, il faut que je reste jusqu'à l'arrivée du prochain président, qui va sortir et jeter la première pierre? Qui? Personne. Donc ils sont en train, et puis même les leaders de l'opposition qui pensent qu'ils vont être les dauphins du président sont dans ce bourbier-là. Ils touchent de l'indu. Ils prennent les fonds de l'État, ils se font payer là-bas. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont mis dans le règlement intérieur de l'Assemblée? Ils ont mis qu'ils vont être payés 3 ou 6 mois après leur mandat. Mais comment vous pouvez payer quelqu'un quand il travaille plus pour la nation? Pardon, c'est-à-dire payer 6 mois après leur mandat. Dans quel cadre? Un salaire 6 mois après leur mandat. C'est-à-dire quand le mandat est fini, même quand une nouvelle assemblée vient les remplacer, les 6 mois qui suivent, ils doivent avoir des émoluments. Mais où vous avez vu ça? C'est une bande de vautours qui vient. D'accord. Ils crient, ils insultent l'État, ils disent que l'État fait ça, ils détournent, ils font ça. Mais ça, c'est du vol collectif. On va s'insurger contre ça. Vous pensez qu'on va laisser passer ça? D'accord. On va porter ça. C'est contraire à l'esprit de ce qu'on appelle le salaire. Le salaire ou l'honoraire, vous travaillez pendant un certain nombre d'heures pour gagner ça. Un député français ou un ministre français qui dit après mes fonctions, je dois être payé pendant 3 ou 6 mois, le contribuable français va lui demander pour avoir fait quoi? C'est bon ça. Maintenant, ils officialisent le vol dans des lois organiques. Moi, je veux que le pays ait une nouvelle assemblée, même si c'est la moitié du fichier qui est bon. Ça vaut le coup d'aller maintenant aux élections pour que les 12 millions de Guinéens soient rétablis dans leur souveraineté. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Tant que ce groupe de gangs continue à se faire députer, à édicter des lois à l'avantage de leur groupe de parti, ça veut dire que la souveraineté du pays est prise en otage. Mais pourquoi les Guinéens ne comprennent pas ça, Ahmed? Pourquoi les gens vont aller dans des dénonciations bidons pour aller jeter des slogans et insulter des gens? Mais on dirait qu'on remonte tout le monde contre le président et contre ce gouvernement, alors que parmi nous, à l'opposition, il y a des gens qui font pire que ça. Bien. Voilà la démarche aujourd'hui de l'Alliance CAR. C'est de dire aux Guinéens quels sont les vrais imposteurs qui sont là à nettoyer et à tirer ce pays dans les abîmes, et quels sont ceux qui en font la pratique apparente. D'accord. C'est ça. D'accord. Monsieur Diallo, voilà, je voudrais vous remercier d'être passé sur Africa Midi, donc d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Et voilà, donc beaucoup d'informations aussi données, en parlant des règlements intérieurs de la CENI, les négociations, je ne sais pas moi, au moment de la crise électorale avec Weimar, tout ça. Merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot, allez-y. Merci. Le dernier mot, c'est de dire aux Guinéens qu'aujourd'hui, surtout aux membres du FNDC, le FNDC, c'est un esprit. C'est un esprit noble. C'est un esprit républicain et démocrate. Se battre pour garantir les lois de la République, les fortifier, les préserver, c'est vraiment un combat noble auquel tout Guinéen conscient doit souscrire. Mais tant que le FNDC
mais ils ont cessé de défendre l'intégrité de leur vision. Alors, il faut qu'ils fassent très attention. Aujourd'hui, ils sont noyés par des partis politiques qui violent constamment la Constitution parce qu'ils continuent à siéger à l'Assemblée au-delà de leur mandat. C'est une violation de la Constitution parce que la Constitution a dit qu'un député est élu pour 5 ans. Il se fait remplacer. Et eux, ils sont là plus de 5 ans. Ils ne peuvent pas violer la Constitution pour leurs intérêts et venir appartenir à l'esprit FNDC pour continuer à dire qu'ils vont combattre le président pour les intentions qu'il a de changer la Constitution. C'est soit le fait est plus éloquent que l'intention, alors ils combattent d'abord ceux qui sont dans les faits, ils les nettoient pour dire au président, on n'a pas laissé même les gens qui sont parmi nous, qui sont en train de violer la Constitution, on les a mis dans les normes. Alors, ça dira au président que cette cause, elle est normale, elle est légale, elle est citoyenne, elle est correcte. Mais lorsqu'il s'accommode aux gens qui violent la Constitution et ils veulent embêter le président, je pense qu'ils perdent toute légitimité, ils perdent toute légalité. Et même la morale du combat ne se retrouvera plus. Il faut qu'ils fassent très attention. Les plateformes de la société civile qui sont dans le FNDC doivent demander des comptes aux partis politiques qui continuent à siéger. S'ils ne font pas cette démarche, s'ils continuent à tout nier, à tout refuser, ça veut dire que le FNDC s'est vidé de son âme. Ce n'est plus la cause de la défense de la Constitution, mais à ce moment, c'est une lutte contre une personne qui est orientée, qui est politisée. Et auquel cas, nous, on ne se retrouve déjà pas dedans. Et je pense qu'ils ne feront pas aussi du bien pour la nation et ils ne feront pas du bien pour eux-mêmes. Parce qu'au-delà du combat, s'il est négatif, vous perdez des énergies, vous perdez du temps, vous créez des antagonismes qui n'aident à rien, aucune dynamique. Il n'y aura pas de frappe, il n'y aura pas de légalité et la légitimité va s'effriter. Bien. Merci beaucoup.